Mon fils adulte m'a envoyé un SMS à 2 heures du matin pour annuler mon invitation à l'anniversaire de mon petit-fils. Il avait oublié au nom de qui était la maison. L'huissier de justice lisait des documents légaux à haute voix dans le jardin de mon fils, tandis qu'un ballon à hélium en forme de chiffre 4 s'élevait lentement dans le ciel au-dessus de sa tête, et je me suis dit que c'était le moment le plus honnête que cette famille ait jamais vécu. Ce ballon a été la première chose que j'y ai vue en sortant de la voiture de mon avocat à 10h14 un samedi matin, bleu et argenté, flottant vers les monts du Lyonnais, complètement libéré de la scène qui se déroulait en dessous. Les enfants s'étaient tus. Une femme en veste rose s'était arrêtée au milieu de sa phrase, sa flûte de champagne à mi-chemin de sa bouche. Ma belle-fille pleurait d'une manière qu'elle n'avait manifestement pas prévu de montrer en public. Et Béatrice de Saint-Clair, la femme qui avait passé 4 ans à m'écarter méthodiquement de ma propre famille, se tenait à l'orée du jardin, la bouche ouverte, sans qu'aucun son n'en sorte. J'y avais passé 60 ans à être patiente, 60 ans à croire que si elle on aimait discrètement, si elle on donnait sans rien exiger, si elle on ne faisait jamais des esclandres, les personnes que elle on aimait finiraient par vous voir, finiraient par vous choisir. Ce que j'y ai appris, à 2 heures du matin un jeudi d'avril, c'est que certaines personnes ne vous choisissent pas, elles se contentent de vous utiliser, et elles continuent à le faire tant que vous les laissez prendre votre silence pour un consentement. Voici l'histoire du matin où j'y ai cessé de me taire. Avant tout cela, il y avait Maxime. Mon fils, Maxime Adams, a 33 ans, et si vous le rencontriez lors d'un dîner mondain, vous le trouveriez exceptionnel. Grand, sûr de lui, le genre des hommes qui s'exprime en faisant des phrases complètes et qui retient votre prénom. Il tient cela du côté de son père, la prestance, le charme. Il a hérité de mon obstination, et de son terrible instinct financier grâce à une combinaison cosmique de nous deux que je ne comprends toujours pas tout à fait. Le père de Maxime, mon ex-mari Gérard, est parti quand Maxime avait 11 ans. Il n'est pas parti de manière dramatique. Il est simplement parti à petit feu, de moins en moins présent sur une période d'environ 2 ans, jusqu'au matin où il n'était tout simplement plus là au petit déjeuner, puis plus là à la sortie de l'école, et enfin absent à Noël. Au moment où le divorce a été prononcé, Maxime avait déjà fait le deuil de son père. Cela m'a effrayé. Un garçon qui finit de faire le deuil de son père à 13 ans et qui passe à autre chose, cette sorte d'efficacité émotionnelle précoce a des conséquences plus tard. On n'apprend pas à rester, on apprend à rebondir. J'y ai élevé Maxime avec un salaire d'institutrice, puis de directrice des écoles, et enfin avec les revenus d'un petit mais très rentable réseau de centres de soutien scolaire que j'y ai fondé à la fin de la trentaine. À l'époque où Maxime était à l'université, j'y avais 3 agences et j'y avais acheté une modeste maison dans le quartier de Montchat à Lyon, rien de très glamour mais c'était à moi. Maxime s'est lancé dans la promotion immobilière, ce qui correspondait parfaitement à sa personnalité. Au risque, haute récompense, l'excitation du contrat. Ses premières années ont été bonnes, plus que bonnes. À 27 ans, il gagnait plus d'argent que je n'en gagnais à 45 ans, et j'y étais fier de lui, de la manière simple dont on est fier de quelque chose que l'on a construit de ses propres mains. Puis le marché s'est retourné, puis son associé s'est retourné contre lui, puis son expert comptable a fait des erreurs que son associé a exploitées, et au moment où Maxime m'a appelé depuis le parking de son bureau à 23 h un mardi soir, il avait presque tout perdu. Les projets étaient surendettés. Son crédit personnel était imbriqué dans celui de l'entreprise, et l'un de ses plus gros investisseurs menaçait de porter plainte. Il a pleuré au téléphone, il a vraiment pleuré, mon fils de 30 ans sur un parking, disant « Maman, sans toi, je n'ai plus rien. » Je venais de vendre ma 3e agence de soutien scolaire avec une belle plus-value. J'y avais prévu d'utiliser cet argent pour acheter une petite propriété dans le Luberon, vers Roussillon, un endroit chaud pour ma future retraite, avec ses falaises des ocres et sa belle lumière matinale. Au lieu de cela, j'y ai passé les 6 semaines suivantes à travailler avec mon gestionnaire de patrimoine, un homme nommé Damien Cresson qui gère mes comptes depuis 12 ans, pour structurer une solution qui protégerait Maxime sans nous ruiner tous les deux. Le résultat fut le suivant, j'y allais acheter une propriété à Saint-Cyr-au-Mont-des-Ors, la banlieue chic de Lyon, une grande et magnifique demeure que Maxime et sa fiancée de l'époque, Chloé, louaient déjà, et je la détiendrai par le biais d'une SCI familiale, Société Civile Immobilière, sous mon contrôle. Maxime et Chloé y vivraient avec un droit des usages et des habitations complet. Les mensualités seraient couvertes en partie par un prêt familial à taux zéro, et en partie par mes propres fonds. Le prix des achats dépassait les 5 millions d'euros. Ce fut la plus grande décision financière de ma vie. Maxime a signé une lettre le soir où nous avons finalisé les conditions. Il l'a écrite à la main, ce que je ne lui avais pas demandé.
Elle disait, « Maman, tu as tout sauvé. Sans toi, je n'aurais rien. Je ne l'oublierai jamais. » J'y ai gardé cette lettre dans une chemise bleue dans le coffre-fort de mon bureau. Je ne l'ai pas gardée comme un moyen de pression. Je l'ai gardée parce que c'était la chose la plus sincère que mon fils ait jamais écrite, et j'y avais peur qu'un jour il cesse de la penser. J'y avais raison d'avoir peur. Chloé est la femme derrière Chloé. Chloé de Sinclair, aujourd'hui Chloé Adams, elle n'est pas une mauvaise personne. Je tiens à être clair là-dessus, même aujourd'hui. Elle a 31 ans, elle est séduisante d'une manière très étudiée, et elle aime sincèrement son fils. Elle est aussi quelqu'un qui n'a jamais, de toute sa vie, fonctionné en dehors de l'orbite de sa mère, ce qui la rendait à la fois facile à comprendre et très difficile à gérer. Béatrice de Sinclair a 64 ans et a été mariée à un avocat des affaires lyonnais nommé Henri de Sinclair pendant 37 ans avant qu'il ne meure d'une crise cardiaque dans son cabinet. Henri a laissé à Béatrice une richesse confortable, mais pas extravagante. Surtout, il a laissé à Béatrice un sentiment de position sociale que son compte en banque avait lentement cessé de pouvoir soutenir. Elle a comblé ce vide par son autorité sur sa fille. J'y ai remarqué l'emprise de Béatrice sur Chloé dès le premier mois de notre rencontre. La façon dont Béatrice répondait aux questions posées à Chloé. La façon dont les projets familiaux changeaient du jour au lendemain parce que Béatrice avait suggéré autre chose. La façon dont les opinions de Chloé changeaient entre un dîner du mercredi et un brunch du dimanche, comme si Béatrice avait mis à jour son logiciel. C'était subtil, c'était constant, et c'était efficace. Ce que j'y ai mis plus de temps à comprendre, c'est que Béatrice m'avait identifié comme une menace. Pas une menace pour le bonheur de Chloé. Une menace pour la position de Béatrice. Car voici l'arithmétique dérangeante, j'y avais acheté la maison. Mon nom figurait sur la SCI. Mon argent avait sauvé leur vie. Et cela signifiait qu'il y avait une grand-mère dans cette famille qui possédait une autorité structurelle supérieure à tout ce que Béatrice pourrait jamais fabriquer grâce à ses manigances mondaines. Béatrice ne pouvait pas rivaliser directement avec cela, alors elle a fait ce que les gens comme Béatrice font toujours. Elle a fait de moi un problème, discrètement, invariablement, sur plusieurs années. Cela a commencé par de petites choses. Le premier réveillon de Noël où je n'ai pas été incluse sur la photo de famille. Je me suis dit que c'était un oubli. Pâques, où Chloé a mentionné avec un sourire crispé que les fêtes de famille devenaient un peu trop surchargées et que nous devrions peut-être alterner les années. Je me suis dit que c'était des ajustements normaux. La première fois que j'y ai appelé pour demander des nouvelles du rendez-vous chez le pédiatre de mon petit-fils Léo, et que la voix de Chloé est devenue plate et formelle, puis à nouveau chaleureuse, comme si quelqu'un venait d'entrer dans la pièce. Je me suis dit que je m'imaginais des choses. Je ne m'imaginais rien. Pendant 4 ans, Béatrice a orchestré mon éviction progressive du foyer de mon fils avec la patience et la précision de quelqu'un qui avait le temps et la proximité de son côté. Elle était là quand Léo est né. J'y ai attendu dans la salle des attentes pendant 6 heures, puis on m'a dit que les visites étaient réservées à la famille proche. Et quand j'y ai fait remarquer que j'y étais sa famille, Chloé a regardé le sol et Maxime s'est raclé la gorge. Elle était là pour les premiers pas de Léo, son premier mot, son premier jour de crèche. J'y ai vu des photos de tous ces événements sur le compte Instagram de Chloé, souvent avec une légende du type tellement reconnaissante pour ma famille. Je n'étais pas sur les photos. Je me présentais aux fêtes avec des cadeaux, des petits plats et une gaieté artificielle, et Béatrice m'accueillait avec cette cruauté toute particulière des gens atrocement polis qui vous font sentir que vous n'êtes pas à votre place. Elle disait des choses comme « Nathalie, vous avez l'air fatiguée, vous dormez bien en ce moment ?» Ou « J'y oublie toujours, que faisiez-vous professionnellement avant votre retraite ?» Devant des gens qui ne me connaissaient pas, rabaissant et minimisant dans la même phrase, sans jamais me donner quelque chose de concret à quoi répondre. Maxime regardait tout cela. Je sais qu'il regardait parce que Maxime n'est pas stupide. Il a tout vu, et il n'a rien dit. Et je crois que son silence ne venait pas de la cruauté, mais de la lâcheté. Ce qui est, d'une certaine manière, pire. Un homme cruel, on peut l'affronter. Un lâche, vous devez le regarder choisir, encore et encore, la voie de la facilité. La voie de la facilité, c'était Béatrice. Béatrice était là. Béatrice parlait fort, pleine de certitude et ne faisait jamais culpabiliser personne. J'y étais la femme qui arrivait avec des jouets en bois et dont on parlait occasionnellement quand quelqu'un avait besoin d'expliquer d'où venait la maison. Je me suis dit pendant 4 ans que c'était temporaire, que Maxime trouverait ses marques, que Chloé sortirait de l'ombre de sa mère,
qu'un petit enfant relie les gens de manière à ce que les vieilles rancœurs ne survivent pas. Puis le message est arrivé à 2h07 du matin, un jeudi d'avril, et j'y ai arrêté de me raconter des histoires. 2h07 du matin. Je ne dormais pas. J'y avais commencé à mal dormir vers l'époque où Léo avait eu 3 ans et où les visites étaient devenues moins fréquentes, puis rares, puis quelque chose que je devais quémander plutôt qu'attendre avec impatience. J'y étais assise dans mon bureau avec une tasse de café et un document de gestion immobilière que je révisais pour l'un de mes derniers investissements, quand mon téléphone s'est allumé sur le bureau à côté de moi. Le message venait de Maxime. Il disait « Maman, je sais que c'est bizarre d'envoyer un SMS à cette heure-ci mais Chloé m'a demandé de te contacter. Sa mère organise la fête des anniversaires pour Léo et elle a peur qu'avoir trop de monde rende les choses stressantes. Elle voulait que je te dise qu'il vaudrait peut-être mieux que tu fasses la fête avec Léo séparément. Peut-être la semaine d'après ? Je sais que tu as acheté cette maison pour 5 millions et je sais que c'est gênant et je suis désolé. Mais la mère de Chloé trouve que ta présence met les gens mal à l'aise et j'y ai vraiment besoin de maintenir la paix en ce moment. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, je cherchais le moment où il allait dire que c'était une blague. La deuxième fois, je cherchais quelque chose qui ressemblerait à une défense de ma personne. La troisième fois, je l'ai simplement lu comme on lit quelque chose après que le choc se soit dissipé et qu'il ne reste que les faits. Ta présence met les gens mal à l'aise. Même pas un grief spécifique. Même pas la dignité d'une objection nommée, juste l'inconfort ambiant et instrumentalisé d'une femme qui avait décidé que j'y étais un inconvénient et qui communiquait cette décision par l'intermédiaire de mon fils à 2h du matin parce qu'elle n'avait pas le courage de me le dire en face. J'y ai répondu 2 mots, je comprends. Puis j'y ai posé le téléphone face contre le bureau et je suis resté très immobile pendant un moment. Mes mains ne tremblaient pas. Cela est ma surprise. Chaque fois que j'y avais imaginé un moment comme celui-ci et j'y en avais imaginé des versions parce qu'on le fait quand on est lentement poussé au bord de sa propre famille, j'y avais imaginé des pleurs, ou de la rage. Au lieu de cela, ce que j'y ai ressenti était plus proche d'un ajustement physique, comme des plaques tectoniques se verrouillant dans une nouvelle position. J'y ai compris, enfin et complètement, que j'y avais été patiente avec des personnes qui n'allaient pas récompenser ma patience. Que j'y avais été silencieuse avec des gens qui prenaient mon silence pour de la faiblesse, que j'y avais porté une culpabilité que je n'avais jamais méritée pour ne pas être le bon genre de grand-mère, pour ne pas m'intégrer aux arrangements mondains de Béatrice de Saint-Clair, pour avoir eu le mauvais goût d'être la personne qui avait empêché que tout s'effondre. J'y ai ouvert le coffre-fort de mon bureau à 2h19 et j'y ai sorti la chemise bleue. La chemise bleue. Les documents à l'intérieur n'étaient pas compliqués, mais ils étaient exhaustifs, car mon avocat maître Pierre Lefebvre, qui pratique le droit immobilier depuis 26 ans et à qui je confie mes finances depuis 2009, s'était assuré qu'il soit infaillible quand je lui avais demandé de les rédiger 6 ans plus tôt. La structure de la SCI était claire. La propriété était détenue par la SCI Adams Familiale, dont j'y étais la gérante majoritaire avec 80% des parts sociales. Maxime en détenait 20%, ce qui ne lui donnait aucune autorité décisionnelle unilatérale sur les actifs majeurs. Ses droits de résidence étaient codifiés dans une convention de prêt à usage, Commoda, qui y était jointe, signifiant qu'il pouvait y vivre, profiter de la propriété et la considérer comme sa maison. Mais il ne pouvait pas la vendre, la refinancer ou transférer ses parts sans ma signature. L'accord des occupations incluait une clause que Pierre avait suggérée et à laquelle j'y avais consenti, un peu à contre-cœur, à l'époque, une clause d'intégrité familiale. Elle stipulait que la gérante majoritaire, moi, ne pouvait être exclue des événements familiaux importants organisés sur la propriété sans provoquer une rupture formelle de la convention. La définition des événements familiaux importants incluait les fêtes des anniversaires des descendants directs. La définition des exclusions incluait la notification préalable de non-invitation. Au moment où j'y ai signé ce document, j'y avais espéré qu'il ne serait jamais pertinent. Pierre me l'avait expliqué comme une mesure de protection, quelque chose qui reconnaissait la réalité financière de l'arrangement tout en préservant ma dignité en son sein. Je me souviens lui avoir dit que c'était presque gênant de mettre quelque chose comme ça par écrit, comme si je codifiais l'attente que ma famille ne m'humilie pas. Il avait répondu, « Nathalie, ce document est pour la version de votre famille que vous n'avez pas encore rencontrée. » À 4h02 du matin, je l'ai appelé. Il a décroché à la 3e sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il était déjà réveillé, ou qu'il dormait d'un sommeil léger comme le font les gens qui ne sont pas tout à fait surpris quand leur téléphone sonne. « Pierre, ai-je dit, il est temps. Je veux invoquer la clause de rupture et entamer la restitution de mon autorité de contrôle total sur la propriété. » Il y a eu une pause, pas très longue.
Si nous allons de l'avant, a-t-il dit, il n'y aura aucun retour en arrière possible une fois le processus initié. La restauration des droits de résidence nécessitera un nouvel accord négocié, et je ne prévois pas qu'ils seront dans une position de négociation favorable une fois que cela se déroulera. Je sais, ai-je répondu. Je veux aussi m'assurer que vous avez pensé à Léo. C'est pour Léo que je fais ça, ai-je dit. Je ne vais pas laisser cet enfant grandir en croyant que sa grand-mère était quelqu'un dont on devait avoir honte. Ce n'est pas l'histoire qu'on va lui raconter. Une autre pause. Puis, j'y aurai l'huissier prêt pour 9 heures. Samedi matin, la fête. La matinée était froide et lumineuse comme le sont les matins des avrils à Lyon, ce genre de lumière qui semble propre et indifférente, comme si la ville n'avait aucun souvenir de la nuit précédente. Je m'étais habillé avec soin, un pantalon sombre, un chemisier crème, un manteau que j'y avais acheté en Italie 3 ans auparavant. J'y ai 60 ans et j'y ai les cheveux blancs que j'y ai arrêté de teindre à 55 ans, et on m'a dit que j'y avais l'air redoutable par des gens qui le pensaient comme un compliment, et sévère par des gens qui ne le pensaient pas. Ce matin-là, j'y ai choisi d'avoir l'air redoutable. Pierre est arrivé chez moi à 8h45 aux côtés d'une huissière de justice nommée Maître Carole Dubois, assermentée par l'État, 17 ans d'exercice, et de 2 clercs des huissiers d'un cabinet avec lequel Pierre travaillait depuis plus d'une décennie. Nous avons conduit jusqu'à l'adresse de Saint-Cyr-au-Mont-des-Hordes dans 2 voitures, arrivant à 10h11. La fête battait déjà son plein, je pouvais entendre la musique depuis le trottoir, une playlist pour enfants enchaînant des chansons sur les dinosaures et les couleurs, le grand portail de la propriété était ouvert, ce qui m'indiquait que les invités arrivaient encore. Je pouvais voir le château gonflable dans la cour latérale, et la longue table dressée sur le thème bleu et blanc qui correspondait au ballon flottant dans le ciel au-dessus de la tête de l'huissière. C'était une belle fête. Je tiens à le dire aussi. Chloé est douée pour l'événementiel. Les détails étaient soignés et le jardin était vraiment magnifique. Dans d'autres circonstances, cela m'aurait rendue heureuse. Béatrice m'a vu la première car Béatrice se positionnait toujours pour tout voir la première. Elle se tenait près de l'entrée du jardin dans un tailleur crème qui avait presque certainement été choisi pour être la tenue la plus importante de la pièce, et quand elle m'a vu, son visage a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire en 4 ans. Il est devenu complètement vide. Pas froid, pas hostile. Vide. Le vide de quelqu'un dont le scénario vient de s'évaporer. Elle a traversé le jardin en environ 12 pas. Ses talons ne faisaient aucun bruit sur l'herbe. Nathalie, a-t-elle dit d'une voix juste en dessous de l'amabilité, je ne sais pas ce que Maxime vous a dit, mais aujourd'hui ce n'est pas. Je sais ce qu'est aujourd'hui, elle est coupée. C'est l'anniversaire de mon petit-fils. Maxime est apparu derrière elle un instant plus tard, se déplaçant rapidement, le visage d'une pâleur que je n'avais pas vue depuis la nuit où il m'avait appelé du parking. Chloé était avec lui, légèrement en retrait, portant une robe bleue et le maquillage soigné de quelqu'un qui s'était préparé pour une fête et qui regardait maintenant autre chose se produire. Maman, Maxime s'est arrêté à environ 1 mètre de moi. Il a jeté un coup d'œil à Pierre, à Maître Dubois, au clerc des huissiers, et je l'ai regardé calculer. Maxime a toujours été rapide pour calculer. Maman, quoi que tu aies en tête, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Pas devant. Pierre, ai-je dit. Pierre s'est avancé, et le son d'un document lu à voix haute a résonné. Il y a quelque chose dans le jargon juridique qui enlève toute ambiguïté à une pièce. Pierre n'est pas un homme dramatique. Il est grisonnant et parle comme un ingénieur structurel pourrait parler de murs porteurs, avec précision, sans émotion, et avec l'implication claire que ce qu'il décrit est simplement vrai, peu importe ce que vous en ressentez. Il a expliqué la structure de la SCI. Il a expliqué la convention de prêt à usage. Il a expliqué la clause des intégrités familiales et a lu le passage pertinent à voix haute, clairement, pendant que Carole, l'huissière de justice, tenait les documents, et que la tante de Chloé avait encore sa flûte de champagne à mi-chemin de sa bouche. Lorsqu'il a atteint la clause sur les événements familiaux importants et la définition de l'exclusion, quelqu'un dans la foule rassemblée a émis un petit son, le genre des expirations involontaires qui se produit quand quelque chose vous surprend. Béatrice a récupéré la première, parce que Béatrice récupère toujours. C'est absurde, dit-elle. Sa voix était presque stable. Tout le monde dans ce quartier sait que cette maison appartient à Maxime et Chloé. C'est une maison de famille. Peu importe ce que dit le petit arrangement juridique de Nathalie, elle n'a pas le droit de venir dans ce jardin. Madame de Saint-Clair, a dit Pierre, sans lever les yeux des documents,
votre nom n'apparaît nulle part dans aucun document lié à cette propriété. Vous n'avez aucune capacité juridique dans cette affaire. Le coup a porté. J'y ai regardé la bouche de Béatrice se fermer, puis j'y ai regardé comment elle essayait de l'ouvrir à nouveau, et puis j'y ai regardé comment elle ne trouvait pas les mots. C'était, je l'admets, remarquable à observer. 4 années des autorités soignées et des ingénieries sociales, et la simple déclaration votre nom n'est pas ici a tout détruit complètement. Parce que le pouvoir de Béatrice avait toujours été relationnel. Elle n'avait aucun document. Elle n'en avait jamais eu besoin, parce qu'elle avait Maxime et elle avait Chloé, et elle avait la certitude que je resterais silencieuse. Chloé pleurait depuis plusieurs minutes à ce stade, silencieusement, à la manière de quelqu'un qui essayait très fort de ne pas aggraver la situation. Quand Maxime s'est tourné pour la regarder, cherchant, je ne sais pas, des conseils peut-être, une permission, quelque chose, elle a juste secoué la tête. « Maman », dit Maxime en se tournant vers moi. Il était passé à un registre différent, quelque chose de plus calme et de plus désespéré. Je sais que j'y ai très mal agi hier soir. Je sais que ce message était, je sais que c'était mal. Mais s'il te plaît, Léo est juste à l'intérieur, il va sortir dès une minute à l'autre, et je ne veux pas. Je ne veux pas ça non plus, lui ai-je dit. C'est pourquoi cela aurait dû être réglé il y a 4 ans. J'y ai plongé la main dans mon sac et j'y ai sorti la lettre, celle écrite à la main, celle qui disait sans toi maman, je n'aurais rien. Je ne l'ai tendue à personne, je l'ai juste tenue. J'y ai gardé ça, lui ai-je dit, non pas pour m'en servir contre toi. Je l'ai gardé parce que c'était la chose la plus honnête que tu m'aies jamais écrite, et je voulais croire que tu le pensais. Je l'ai pliée une fois et je l'ai remise dans mon sac. Je crois toujours que tu le pensais. Je ne crois pas que tu te souviennes de l'avoir pensé. Ses mains tremblaient. Je l'ai remarqué. Pierre a ensuite présenté le document secondaire, une réclamation formalisée de recouvrement de prêt familial, préparée avec l'aide de Damien Cresson et d'une experte comptable nommée Marguerite Ivan, qui avait passé 3 semaines à compiler chaque date, chaque montant, chaque reconnaissance de dette signée de la période où j'y avais couvert les dettes de Maxime et financé l'achat de la propriété. Le total, avec les intérêts cumulés calculés au taux convenu à l'origine, était substantiel. Maxime a lu le chiffre et a posé les papiers, pas de façon dramatique, doucement. De la façon dont on pose quelque chose quand on comprend soudainement son poids. Le silence, après l'arrêt de la musique. Je ne sais pas quand, exactement, mais à un moment donné, la playlist des dinosaures s'était terminée et personne ne l'avait relancée, et les seuls sons dans le jardin étaient les voix de petits-enfants qui ne comprenaient pas ce qui se passait, et le grincement occasionnel du château gonflable dans le vent des avrils. Pierre a offert à Maxime un accord de départ volontaire sous 72 heures avec renonciation au prêt à usage, une fenêtre pour rassembler leurs affaires et quitter la propriété sans une procédure des expulsions formelles, à condition qu'ils acceptent par écrit les conditions de recouvrement du prêt et renoncent à la convention des occupations sans contestation. L'alternative était une procédure judiciaire formelle qui prendrait des mois et serait, comme elle a formulé Pierre à sa manière typiquement modérée, significativement plus visible. Chloé a accepté avant Maxime. Elle a hoché la tête, pleurant toujours doucement, et a dit oui d'une voix que j'y ai dû me pencher en avant pour entendre. Maxime est resté debout un long moment, regardant le sol, et j'y ai pensé à l'enfant de 11 ans qui avait regardé son père disparaître à petit feu, et qui avait appris à rebondir plutôt que à faire son deuil. J'y ai pensé à quel point tout cela était de ma faute, pour être restée silencieuse quand j'y aurais dû parler, pour avoir porté sa culpabilité avec la mienne, pour avoir cru que mon amour était si solide qu'il pouvait survivre à son invisibilité. Je ne fais pas ça pour te blesser, lui ai-je dit, quand le silence a duré assez longtemps. Je sais, a-t-il dit, et puis plus doucement, je sais que non. Béatrice a commencé à dire quelque chose de tranchant et de défensif et qui commençait presque certainement par les mots « je veux qu'il soit clair que », puis elle s'est arrêtée, car un enfant de 4 ans avec une couronne des anniversaires bleus venait de contourner la maison en courant à petits pas, cherchant sa mère, pour tomber sur un jardin rempli d'adultes figés et silencieux. Léo. Il a regardé autour de lui avec la solennité particulière d'un enfant qui est entré dans une situation qu'il ne comprend pas mais qu'il est prêt à prendre au sérieux. Puis il m'a vu, grand-mère Nathalie, a-t-il dit, avec la joie sans complication de quelqu'un pour qui je n'étais pas encore devenu quelqu'un de compliqué. Je me suis agenouillé sur l'herbe dans mon manteau italien, et il a couru à travers le jardin pour se jeter dans mes bras à toute vitesse, et je l'ai serré fort. Ce avec quoi je suis parti. J'y avais apporté un cadeau emballé, un circuit de train en bois, peint à la main, avec des connecteurs magnétiques,
et une petite gare avec une porte fonctionnelle. Je l'avais acheté 3 semaines plus tôt, quand je croyais encore que je serais invité à cette fête. Je l'ai donné à Léo avant de me relever. Il l'a examiné avec la minutie de quelqu'un qui prend les cadeaux au sérieux, retournant la locomotive dans ses mains, testant la connexion magnétique, ouvrant et fermant la porte de la gare. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit avec une sincérité totale, « C'est un beau train. » « Je suis contente, » ai-je dit. « Tu restes pour le gâteau ?» J'y ai regardé Chloé. Elle nous observait de l'autre côté du jardin, le visage ouvert et à vivre d'une manière que je ne lui avais jamais connue, et elle m'a fait le plus petit et le plus épuisé des signes de tête. « Pas aujourd'hui, » ai-je dit à Léo, « mais bientôt. » Il a accepté cela avec la flexibilité philosophique des enfants de 4 ans du monde entier et a reporté son attention sur le train. Je me suis levé, j'y ai brossé l'herbe de mon manteau et je suis reparti par le jardin. Béatrice se tenait près du portail. Elle s'était un peu calmée, pas complètement. Ses yeux étaient rouges et sa mâchoire était crispée et elle avait l'air, pour la première fois en 4 ans, de quelqu'un de son âge réel. Elle ne m'a pas adressé la parole, je ne lui ai pas adressé la parole. J'y ai marché jusqu'à la voiture de Pierre, il m'a tenu la porte, et nous sommes partis. Après. 3 mois plus tard, Maxime et moi avons une autre première vraie conversation, pas une conversation sous l'œil d'un médiateur, ni une discussion juridique, mais une vraie conversation, dans un café sur la presqu'île, où il m'a raconté qu'il avait passé une semaine dans l'appartement de son ami Marcus avant de trouver une location dans le quartier de la Croix-Rousse. Il m'a dit que Chloé avait demandé à Béatrice de rester dans sa propre maison pendant un moment, ce qu'il a dit avec un ton plat qui en disait plus long que les mots. Il m'a dit que Léo posait des questions sur moi pratiquement tous les jours, et que la nouvelle activité préférée de Léo était d'aligner ses wagons de train en bois par ordre de taille. Il m'a aussi dit qu'il était désolé. Il l'a dit directement, sans condition ni réserve, ce qui était nouveau. Il a dit, « J'y ai laissé quelqu'un te rendre invisible parce que c'était plus facile que de tenir tête, et c'était mal, et je ne m'attends pas à ce que tu pardonnes ça rapidement. » Je lui ai dit que je ne cherchais pas à ce qu'on me doive des excuses. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir si les choses seraient différentes à l'avenir. Nous sommes encore en train de voir ça. Je ne pense pas que ce soit un processus simple. Les familles se réparent rarement proprement. Elles se réparent de manière désordonnée et progressive, et parfois elles ne se réparent pas entièrement. Et cela doit aussi être acceptable. La propriété a été replacée sous mon contrôle total. Maxime et moi sommes au début des discussions pour un nouvel arrangement, quelque chose de structuré différemment cette fois, avec des conditions plus claires et moins de place pour le genre d'érosion lente qui s'est produite auparavant. Pierre rédige les documents. Damien et Marguerite révisent la structure financière. Béatrice de Saint-Clair ne m'a pas adressé la parole. Je suppose qu'elle ne le fera pas, et je me rends compte que cela m'est égal.